Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode de notre format Nos jeux testés décortiqués. Un format dans lequel je vous présente à chaque fois un ou deux de nos jeux qu'on a pu créer, concevoir, penser et qu'on a testé sur le marché US, iOS pour observer le comportement de nos joueurs, analyser la rentabilité ou la potentielle rentabilité de nos jeux et du coup prendre des décisions sur est-ce qu'on va faire un sprint supplémentaire pour amener un peu des features nouvelles ou du polishing en plus, ou est-ce qu'on met de côté un projet pour en attaquer des nouveaux. Tu le sais, dans l'industrie des hyper casual, on est sur un business à hit, c'est-à-dire qu'on a un gros entonnoir, on doit prototyper beaucoup de jeux pour isoler les meilleurs, pour bosser un peu plus sur les meilleurs et les consolider afin que ces meilleurs soient capables de faire de l'argent. On est vraiment dans une industrie entonnoir, c'est ce qu'on appelle un business à hit et c'est pour ça qu'on appelle ça des hit games aussi. Et enfin en tout cas moi c'est comme ça que je peux le comprendre ou qu'on peut faire une petite analogie. Donc il faut être capable de produire beaucoup, intelligemment, de pouvoir avoir un time to market le plus court possible et de mieux comprendre la traction de notre jeu, à la fois en termes d'acquisition, comment on capte l'attention des joueurs pour qu'ils viennent télécharger notre jeu et comment on a de la traction à l'intérieur du jeu, comment on maintient nos joueurs dans le jeu pour qu'ils jouent le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Donc c'est les clés de cette industrie, vu que surtout qu'on est sur un business model à rentabilité publicitaire, à monétisation publicitaire, donc on n'a pas le choix, il faut avoir un temps de jeu suffisant et qui puisse afficher un nombre de pubs suffisant pour pouvoir monétiser et rentabiliser le coût d'acquisition d'un joueur. Donc c'est pas toujours simple, c'est même très difficile dans cette industrie, je te l'ai dit, business à hit, donc il faut en faire beaucoup pour obtenir des bons candidats et peut-être voir un excellent candidat comme un Helix Jump ou des jeux de ce type, même si c'est très rare. Dans cet épisode 6, on va particulièrement s'intéresser à ces deux jeux-là que je vous présente. À gauche, Crazy Dash en deux versions, vert et bleu, et à droite, Slide and Jump. Crazy Dash, on l'a testé il y a quelques semaines, quelques mois même, je dirais à un mois et demi, 2 mois, et le Slide and Jump, on l'a testé il y a bientôt 1 an et demi. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on a pu faire de différent. Tu peux regarder un petit peu le visuel, les polishing qu'on fait un petit peu de différent maintenant. On essaie toujours de suivre les tendances, donc il y a un peu de variété. Et donc dans cette première partie de vidéo, je vais t'expliquer un petit peu plus ce qu'on a pu faire pour créer chacun de ces deux concepts. Et dans la seconde partie de la vidéo, je te partagerai les résultats des tests de ces deux jeux. Alors on va commencer par la partie gauche. On va commencer avec Crazy People, un jeu qu'on a testé donc il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, je me rappelle plus. Je dirais 6 semaines. Et comme tu peux voir, c'est un runner. On était vraiment dans la tendance runner à ce moment-là. Et on a travaillé sur un runner inspiré de Perfect Hit, un jeu qui avait fait un bon hit avec Voodoo en 2018, si je dis pas de bêtises. Et on a voulu s'inspirer de cette mécanique en ajoutant en plus de ça un endgame en fin de partie, comme on peut voir là sur les deux vidéos, avec un peu de challenge supplémentaire, avec du reward supplémentaire, avec du choix pour le joueur entre est-ce que je vais m'arrêter sur tel multiplicateur ou est-ce que je vais tenter d'aller au bout pour atteindre des multiplicateurs encore plus grands, quitte à perdre avant le mur final et donc à gagner moins d'argent. On voit que là il y a des multiplicateurs 3, 4, 5, là c'est 1, 1, 1 et donc si on s'arrête sur le 1, bah, on a un petit combo alors qu'on peut en passant les 1 aller au mur x10 et obtenir un gros combo. Mais tout ça, ça permet de donner un peu de risque aux joueurs, un peu de reward en plus aussi, mais ça laisse du choix aux joueurs. C'est au joueur de choisir s'il va continuer à slalomer, s'il va, là en voyant que j'ai peu de joueurs, j'aurais pu essayer de me suicider sur un des multiplicateurs x4, x5 histoire de faire quand même plus de points. Donc on donne un peu de choix aux joueurs, ce qui en général permet quand même de maintenir un peu plus l'attention. C'est un jeu qui est moins lisse, même si le endgame est toujours le même dans cette version, vu qu'on n'a pas encore passé beaucoup de temps sur ce concept en termes de level design, eh bien on a une expérience quand même qui est sympathique, agréable à jouer, qui peut être un minimum polish visuellement quand on regarde une vidéo. On voit qu'on a travaillé quelques feedbacks visuels. Alors si, petite information, là c'est pas la taille d'écran classique d'un iPhone, c'est une vidéo publicitaire au format 4/5e. Donc il y a le haut de l'écran qui est coupé, où normalement on a la monnaie totale ici, et on a un peu le bas de l'écran qui est coupé. Bon, le bas de l'écran c'est pas le plus grave, en général c'est là où on met les banners ads, les bannières publicitaires, donc c'est pas très important. A l'inverse, le jeu de droite, le Slide and Jump, lui est une vidéo classique iPhone, peut-être à l'époque 7-8, du coup un format 16/9 classique. C'est pas les formats iPhone X là. Donc je reviens à Crazy People. Crazy People, on a bataillé comme des dingues pour gérer la physique surtout. Comme tu peux voir, on a des petits personnages ragdoll. C'est pas des personnages animés, c'est vraiment des personnages physiques. Donc ils ont des colliders, ils ont des joints entre leurs différents membres pour avoir vraiment ce côté poupée, ce côté mannequin, ce côté pantin. Et c'est ce qui plaît bien aussi dans ce genre de jeu parce que ça amène un peu de physique, ça amène un peu de fun. En général ils sont rigolos, on le voit beaucoup dans les jeux avec des stickman, avec des ragdoll aujourd'hui. On a voulu faire ça, malheureusement comme tu peux voir on peut se retrouver avec pas mal de joueurs tout de même, si on est bon. Et donc évidemment ça a fait baisser les performances sur un iPhone ou sur un téléphone en général. Et donc il y a eu un vrai travail technique pour essayer d'avoir un jeu performant, fluide et qui n'ait pas de chute de FPS à cause de la physique. Donc ça a été un petit challenge technique pour nous et un challenge en plus pour bien créer nos poupées, nos popettes ou nos ragdoll, voilà.
L'idée étant qu'ils ne bug pas, parce que parfois, en mettant une bouée autour d'eux ou en les faisant collider avec des objets physiques qui sont des obstacles, on pouvait avoir des membres qui s'étirent ou des choses comme ça. Donc il a fallu trouver les bons réglages tout en étant optimisé pour la performance. Ça a été le grand challenge de ce jeu-là. Maintenant, après, l'autre challenge qu'on a eu, c'était comment créer une expérience 100% procédurale qui soit quand même un petit peu variée et fun. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, on verra dans la seconde partie, qui a pu pêcher, parce qu'on a une génération procédurale de nos terrains dans ce concept-là, à part pour le endgame qui lui est constant. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur Crazy People. Crazy People nous a pris bien 2 semaines à créer. On a travaillé un peu de polishing sur l'eau, on a créé du mouvement, on a créé du foam sur l'eau. On a beaucoup bossé sur les performances physiques, donc ça nous a pris quand même quelques jours. Mais globalement, on a un jeu qui tourne à 28-30 FPS maintenant capé sur iOS, donc ça nous va super bien. Il n'y a pas de latence particulière, il y a un bon feeling de jeu, il y a des vraies vibrations à chaque impact ou à chaque collectible qu'on ramasse, donc les gemmes. Et c'est très agréable à jouer, moi je trouve, en tout cas en termes de feeling. Maintenant, c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde. Donc on va voir dans la seconde partie quels ont été les résultats de ces tests. Voilà pour celui-ci, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce jeu-là. D'ailleurs, je t'ai mis 2 vidéos tout simplement parce que dans la seconde partie, je vais t'expliquer l'impact du changement de couleur sur le coût d'acquisition. On a été assez surpris de ça, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésite pas à me dire, là, d'ores et déjà dans les commentaires, quelle version tu préfères. Est-ce que la version verte est plus sympathique que la bleue selon toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus? On va passer au deuxième jeu de cet épisode, le jeu Slide and Jump, un jeu qu'on a testé il y a un peu plus de 18 mois. C'était sur des tendances avec des mécaniques d'idle. On voit qu'il y a quelques mécaniques d'idle pour upgrader la puissance de notre tir, le temps de vol, le côté rebond. On a de la bounciness aussi quand notre balle vient taper le sol. On peut la faire rebondir si on tape au bon moment et donc pouvoir aller encore un peu plus loin. Et quand on tape bien, on a un petit effet feedback qui nous fait un petit effet étincelant pour montrer au joueur qu'il a tapé au bon moment. Il n'y a pas d'autre feedback en plus. On aurait pu prévoir un cercle, une sprite qui vient faire un scale down, comme l'ombre de la balle par exemple, qui vient se resserrer au moment où la balle tape le sol, histoire d'avoir un vrai feedback sur la hauteur. On voit que c'est pas toujours très lisible dans ce jeu-là malheureusement, mais c'est un jeu qui nous a pris beaucoup de plaisir à faire. Très procédural aussi en termes de génération des terrains. On a créé plusieurs sections, c'est une génération procédurale par section, hein, c'est pas 100% procédural, c'était pour qu'on ait un minimum de contrôle sur la tête de chaque section. Une section, c'est une vallée, enfin c'est une colline et un vallon, et on enchaîne nos sections comme ça, en les mettant à la suite les unes des autres. On remarque que notre tremplin, on peut lui augmenter la hauteur aussi, histoire de commencer plus haut et d'avoir plus de vitesse. On peut augmenter notre vitesse de base d'impact initial pour avoir encore plus de vitesse sur notre tremplin. On peut augmenter la bounciness de la balle pour les rebonds et on peut augmenter l'argent qu'on gagne offline. Donc on a créé un petit chrono, un petit compteur qui permet de scanner à chaque fois que le joueur lance une nouvelle session et lui dire ok, voilà, tu vas gagner tant de jetons ou tant de coins, tout simplement parce que tu n'as pas joué pendant tant de temps, donc on l'incite à revenir pour réouvrir l'application. C'est des petits hacks qui existent dans beaucoup de jeux qui utilisent ces mécaniques-là et on a voulu tester ça. On n'est pas spécialement focus idle game nous. Je trouve pas que ce soit les meilleurs jeux à créer, les plus sympathiques à faire et c'est beaucoup de travail, plus que d'autres. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont pas des purs idle, qui utilisent quand même quelques composantes idle, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'à l'époque, celui-ci, si mes souvenirs sont bons, on s'était inspiré de Baseball Boy, de Voodoo. On a à peu près la même logique en termes de leveling, d'objectifs à atteindre, de best score ou best distance qui reste ici. On s'est inspiré de tout ça. On a un petit indicateur aussi pour la hauteur, à défaut de gérer pour la sprite, pour donner le feedback à quel moment on va taper le sol. On a préféré avoir un petit indicateur sur le côté. Dis-moi ce que tu en penses, si tu penses qu'il y aurait eu un feedback plus intelligent pour ça. Et enfin, je pense qu'on pourrait améliorer le contraste sur ce jeu parce qu'on voit qu'on a beaucoup de blanc, que quand on est très haut, on a un fog, on a créé un fog avec nos shaders pour donner une impression de profondeur, de distance. On peut même avoir des petits nuages qui pop pour montrer qu'on commence à atteindre une certaine hauteur. Et d'ailleurs, là, on voit qu'il y a des nuages qui se créent entre, je sais pas, 200 et 800 mètres. Si on dépasse les 800 mètres, il y a encore d'autres objets qui arrivent. Si on dépasse 1500 mètres, il y a d'autres objets qui arrivent. Et à un moment, on peut presque aller dans les étoiles. La couleur du jeu change un peu. Donc ça permet de donner aux joueurs une sensation de progression, d'émerveillement et de nouveauté également, donc un peu de surprise. Et c'est ce qu'on a voulu apporter en tout cas dans ce jeu-là. Et comme on peut voir, la seule action du joueur à la base, c'est de gérer le timing. Il y a une jauge qui va dans le rouge, le orange, le vert. Si on tape dans le vert, on fait un perfect. On va tout droit, donc on est pile poil centré, sachant qu'on rebondit mieux sur la glace que sur la neige. On a essayé d'être un peu intuitif là-dessus. Et donc, c'est le moyen pour le joueur d'aller le plus loin possible. Donc voilà un petit peu le concept de ce jeu-là. Ce jeu-là nous a pris un petit peu plus de temps à faire, c'était la première fois qu'on attaquait les mécaniques d'idle et autres, et même si ça paraît hyper simple à implémenter, en fait on avait fait quelques erreurs de structure
qui nous ont fait perdre un petit peu de temps. On avait quelques petits soucis sur la rampe aussi parce qu'il y avait du contact physique et autres. On aurait dû peut-être faire ça complètement scripté en maths ou faire des passes ou d'autres systèmes. Bref, on a fait des choses, des choix techniques qui étaient peut-être pas les meilleurs sur celui-ci, donc ça nous a pris un peu plus de temps, mais ça a été une très grande source d'apprentissage pour nous et c'était très agréable à mener comme projet. On est content, on a un projet jouable, il est pas désagréable à jouer. Maintenant, c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde non plus, mais on était content de nos deux concepts que je vous présente aujourd'hui. Voilà ce que je comptais te présenter dans la première partie de cette vidéo et on va attaquer la deuxième partie et maintenant on va s'intéresser donc aux résultats des tests de ces deux concepts. Je vais m'attarder un peu plus sur Crazy People pour te partager un petit peu la différence entre ces deux vidéos qui ont été testées et je serais très curieux d'avoir ton avis dans les commentaires sous la vidéo. Alors, pour Crazy People, on a un coût d'acquisition qui est un petit peu élevé, voire beaucoup trop élevé pour de l'hyper casual, parce qu'on est monté vers les 90-95 centimes par téléchargement, en dollars bien évidemment, sur le marché US. Donc c'est beaucoup trop élevé par rapport aux standards de l'industrie, on essaie d'aller taquiner les 20 centimes, là on est plus de 4 fois plus cher, voire presque 5 fois plus cher, donc ça nous a fait mal au cœur, parce qu'on s'est dit mince, on est quand même sur quelque chose qui est peut-être pas si bête que ça visuellement, qui peut être compréhensible, qui peut être peut-être intéressant, un peu fun, peut-être qu'ici c'est pas assez clair encore, on comprend pas trop ce qu'il faut faire, donc et on est en train de réfléchir, justement prendre du recul sur quels pourraient être les axes de progrès. Maintenant, je vais pas te mentir, quand on a un coût d'acquisition qui est proche du dollar, il n'y a pas grand chose à faire pour descendre aux 20 centimes, à moins de faire un énorme pivot gameplay, voire de changer de jeu. D'expérience, nous, sur les 2-3 dernières années, c'est ce qu'on a remarqué. Parfois, on va repasser une semaine et on va grappiller 10 centimes, même pas. C'est très difficile de diviser par deux un coût d'acquisition. Voire peut-être impossible. Alors le diviser par 5, je savais pas trop comment on pouvait faire et donc ça nous a un peu déçu quand on a vu ça sur les premiers jours d'acquisition. Et après on s'est intéressé un peu plus tardivement à la rétention parce qu'il fallait quand même que les joueurs jouent quelques jours pour qu'on puisse observer la rétention. Et là on a eu une rétention à D1, donc après 24 heures de jeu, de 27% et une rétention D7 après une semaine de jeu à 6%. Donc pas génial non plus. On devrait être plutôt autour des 45 ou des 35 en D1 et autour des 10-15 en D7. Donc on est encore une fois en dessous des KPI clés de l'industrie, que ce soit pour la D1 ou pour la D7, et on est au-dessus des standards de l'industrie pour le coût d'acquisition. Donc c'est malheureusement pas un excellent candidat pour obtenir une belle rentabilité et créer un hit game. Donc c'est dommage, mais on a beaucoup appris sur ce projet, ça a été très intéressant pour nous, les ragdoll on maîtrise maintenant, donc on va pouvoir les intégrer dans différents jeux. On a bien compris l'optimisation physique également pour avoir des jeux qui soient un minimum stables et agréables à jouer, parce que si on a des chutes de FPS, c'est même pas la peine de lancer un jeu sur le marché aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de jeux stables pour qu'un jeu stable puisse percer, un jeu non stable puisse percer. Travaillez vos performances et prenez du temps là-dessus, surtout si vous êtes sur des sujets sensibles avec beaucoup de physique. Donc voilà. Donc malheureusement, un peu de déception pour ce projet-là, sachant qu'en plus on avait pas mal travaillé pour amener une seconde expérience de jeu, parce qu'on a une première qui est vraiment le slalom au niveau du runner, et à la fin on a l'aspect endgame de slalom aussi, parce qu'on reprend la même mécanique de gameplay, mais avec un visuel très différent et des combos très différents, du reward très différent, et donc ça a été un peu plus de travail aussi, mais je ne sais même pas si ce endgame a apporté un vrai plus en termes de rétention, et peut-être même en termes d'acquisition, parce que certaines vidéos publicitaires montraient quand même le endgame, mais surtout dans les deuxièmes parties des vidéos publicitaires. Donc tous les utilisateurs n'ont pas vu cette seconde partie, mais en tout cas sur la première, ça ne nous a pas permis d'avoir un énorme coût, un coût d'acquisition excellent. Donc voilà ce que je voulais te partager sur Crazy People, et petite anecdote entre la verte et la bleue, n'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle a été la moins chère selon toi, et je te réponds dans quelques secondes. Allez, c'est bon, t'as peut-être marqué ton idée. Et bien c'est très simple, la verte était la meilleure à 95 centimes, c'est celle que je te présente depuis tout à l'heure, et la bleue nous a encore plus surpris parce qu'on trouve qu'elle est quand même contrastée, elle est pas immonde à regarder, et malheureusement celle-ci a plutôt dépassé les 2 $. Étonnant quand même. La différence, plus du double, elle a fait 2,20 $, donc deux fois et demi quasiment celle de la verte. Maintenant c'est pas les seules couleurs qu'on a testées, on a testé également avec un thème plutôt jaune et un autre plutôt rouge. Et bien le rouge était supérieur un peu à la verte de 10-20%, et la jaune était à peu près dans les mêmes coûts d'acquisition que la verte. Alors je sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'acquisition avec du vert et du jaune ou pas. En tout cas sur ce concept, c'est ce qu'on a pu observer dans les tests d'acquisition. Je ne sais pas si c'est du vrai pour du long terme ou du gros scaling d'acquisition, mais en tout cas pour le peu d'acquisition qu'on a fait, c'était le cas. Donc voilà pour l'anecdote. On va passer maintenant à Slide and Jump, et pour celui-ci, je vais également te partager les résultats d'acquisition et de rétention. Et en ce qui concerne l'acquisition, celui-ci nous a grandement déçus parce qu'on a dépassé le $50 en termes de coût d'acquisition. Alors pour le contexte, on a fait l'acquisition en pleine période des fêtes de Noël. Alors il faut savoir aussi que c'est la fin du rallye du dernier trimestre. En général les coûts d'acquisition montent, la monétisation publicitaire augmente également. Donc c'était peut-être pas étonnant qu'on ait eu un coût d'acquisition plus élevé que d'habitude. Mais de là à dépasser le $50, c'était quand même énorme
comme coût d'acquisition. Donc malheureusement, pas grand chose à faire sur celui-ci pour baisser les coûts d'acquisition. On a retesté une version quelques jours après, en janvier, pour avec les mêmes vidéos et autres, pour voir si les coûts d'acquisition allaient baisser arrivé à la nouvelle année. Malheureusement, ils ont continué à augmenter. Donc on n'a pas tout compris et c'était pas très stable. D'un test à l'autre, on a quasiment eu du plus 60% d'augmentation de CPI, de coût d'acquisition, donc ça fait mal un peu au cœur, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de cette industrie et c'est pas toujours simple de comprendre aussi le pourquoi du comment on a eu un coût d'acquisition faible ou élevé. Mais bon, en l'occurrence sur celui-ci, c'était élevé. Certainement trop terne, peut-être pas assez sexy. Baseball Boy est beaucoup plus lumineux par exemple, beaucoup plus challengeant, beaucoup plus sexy. Le coup du perfect et du slow motion au départ est beaucoup plus récompensant. Donc il y a peut-être ce genre de choses aussi qu'on a mal créé, mal dimensionné, pas assez récompensante pour le joueur et peut-être pas assez sexy dans une vidéo pour télécharger quoi. Donc c'est dommage. Mais enfin bon, ça concerne que le coût d'acquisition, parce que en termes de rétention, là encore une fois plutôt rétention étonnante, parce qu'on avait une D7 à 4%, donc une D7 plutôt faible, mais on a eu une D1 assez élevée, du moins sur une des deux versions testées. Sur une des deux versions testées, on a eu un D1 à plus de 50% quand l'autre était à plus de 40%, donc on était ravis de voir ces rétentions, on était déçus de voir ces coûts d'acquisition, et déçu de la D7 également, parce que même avec nos mécaniques d'idle game intégrées pour amener de la progression, de la nouveauté, c'est-à-dire que chaque partie on va de plus en plus loin et même de plus en plus haut, finalement ça nous a pas beaucoup aidé à maintenir les utilisateurs beaucoup plus longtemps. Peut-être qu'ils ont joué beaucoup les 2-3 premiers jours et pas grand chose dans le temps. Donc difficile de rentabiliser un projet de ce type, impossible à le faire avec le coût d'acquisition qu'il avait. Donc on a décidé finalement ces deux projets de les archiver, peut-être de garder quand même des idées derrière la tête pour éventuellement faire une variante, mais vraiment une variante de gameplay, pas du tout les mêmes choses. On a des bases, on peut réutiliser certains éléments de ces jeux-là, vu qu'on fait tout en mode modulaire nous aujourd'hui. Donc on verra bien ce que ça pourra nous permettre de créer à l'avenir, peut-être avec une nouvelle idée de jeu plus innovante et plus pertinente avec les tendances du marché. On verra. Mais voilà, en tout cas ces deux projets-là, on a décidé de les archiver, de ne pas les prolonger, parce que ça nous paraissait beaucoup trop difficile d'essayer de diviser par 2, par 3, par 5, par 10 le coût d'acquisition, tout simplement. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode 6. N'hésite pas à me dire quel jeu tu as préféré, quelle couleur tu as préféré dans Crazy People et à me partager ton ressenti sur cet épisode 6. Je me ferai un plaisir de te lire et d'échanger avec toi dans les commentaires. Nous on se dit rendez-vous dans une semaine, vendredi prochain, pour l'épisode 7 de notre format Nos jeux testés décortiqués. Et d'ici là, on se retrouve dimanche soir pour notre format hyper cosy où je vais te partager quelques petites anecdotes, un bilan de cette semaine et quelques anecdotes pour la semaine suivante. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games. À très vite, ciao.